Donc, on a dit que Djito, militant du RDPC qui est sur le plateau, vous étiez seul en ce moment. Je ne suis même pas du RDPC. Je ne suis plus du RDPC. Je ne suis pas du... Non, je voudrais tout simplement je vous dire que j'avais été exclu du RDPC. Et les gens ont cette mauvaise habitude. Quand vous faites une analyse qui est brillante d'intelligence et qui ne va pas dans le sens de ce qu'ils voudraient entendre, on vous taxe des militants. Non, je voulais juste donner comme précision qu'il n'a pas été exclu définitivement. Il y a deux formes d'exclusion, l'exclusion temporaire, mais à durée non précisée. Nous l'attendons toujours, mais nous l'attendons toujours. Il sait qu'il est exclu. Non, pas définitivement. La durée n'est pas inscrite sur la note d'exclusion. Nous l'attendons toujours. Donc c'est une exclusion définitive tacite. C'était une exclusion temporaire de 36 mois. Alors, je ne crois pas à la tacite, reconduction. Si on m'a exclu de manière notoire et publique, et comme il dit que je suis attendu, mais venez me chercher. Voilà. Parallélisme de forme, voilà, que le président de la République. Heureusement qu'entre-temps, quelque chose. C'est preneur, alors que vous avez voulu créer un parti politique, vous restez toujours preneur. Non, je n'ai pas dit que je suis preneur, mais je ne cracherai pas. Tout à fait. Le message est passé. Hubert, est-ce que c'est utile qu'on demande à Sa Majesté comment il voit le verre électoral à moitié plein, à moitié vide, rendu à cette étape du processus électoral, le taux de satisfaction, le verre est-il plein? Non, je crois que le déroulement du scrutin s'est passé dans de très bonnes conditions. On a assisté, on a constaté, n'est-ce pas, que le jour du scrutin du 12 octobre, tous les bureaux, beaucoup de bureaux de vote ont été ouverts à 8 h, ont été fermés à 18 h, et que avant la fermeture, avant la clôture ou à la clôture, les gens ont assisté, n'est-ce pas, au dépouillement des votes. Les gens ont assisté au dépouillement des votes. Donc tout s'est passé effectivement dans de bonnes conditions, mais vous savez, il n'y a pas de choses parfaites. C'est pour cela qu'on peut constater ça et là peut-être quelques irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à mettre en... C'est votre jugement, hein? Oui, tout à fait, qui ne sont pas de nature, n'est-ce pas, de remettre en question... À discréditer le processus. Et d'ailleurs, les observateurs internationaux, monsieur Sekouba Kouyaté, le général Sekouba Kouyaté, qui a été mandaté par le Koura. C'est ça, là, il faut voir que la vérité vous... La vérité ne doit pas vous intimider. Donc, au niveau international, donc au niveau des Nations Unies et de l'Union africaine, c'est un scrutin qui a été crédité d'un bon scrutin. Au niveau national, les observateurs nationaux, qui étaient nombreux, qui sont encore là, qui ont donné des points de presse, ont également approuvé que le scrutin s'est passé dans de bonnes conditions. Donc c'est pour cela que pour nous, le verre est à moitié plein. Alors, à défaut d'être complètement plein. Sur ce terrain, il n'y a plus rien à dire. Les observateurs ont observé que ça s'est bien passé. Non, les mêmes observateurs ont observé en 2018. Vous vous rappelez qu'après, il y a eu un désaveu de certains observateurs d'une organisation internationale. Vous parlez là au passé, monsieur? Bien entendu. La vie est faite de passé, de présent et de futur aussi. Voilà. Il me souvient également qu'en 2018, c'était le même discours que vous teniez à ce temps-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça conforte ce que je dis. Les observateurs observent le déroulement du scrutin. Le jour du vote, avec qu'ils veulent se rassurer que ça a été ouvert. Et effectivement, moi j'ai reçu dans le bureau où j'étais un observateur qui m'a posé une ou deux questions. Est-ce que vous aviez ouvert à 8 h? Est-ce que c'était bourré? J'ai répondu clairement que, au vu de ce que j'étais présent à l'heure, 7 h 58, donc avant l'ouverture du bureau, que tout s'est bien passé. Dans mon précédent propos, je vous ai dit qu'au niveau des bureaux de vote, malgré les petites tractations qu'il y a eu, et celles-là, les Camerounais ont veillé, ils avaient le message. Venez voter à 17 h 30, assister au dépouillement, regardez comment on remplit les procès-verbaux. Sauf qu'il y a un petit, quoi que là, c'est que, qui gère le reste des procès-verbaux? Ça va, justement, dans les antennes. Et là-bas, on peut arracher la page du milieu, on la remplit, on vient, on la graffe à nouveau,
mais vos signatures sont d'un bout à l'autre. Et on transmet. Et vous devez savoir que les éléments qui sont transmis au niveau départemental, ce n'est pas les procès-verbaux de nous qui étions représentants. La page des résultats. Comment on appelle ça? C'est la ruse, non? La page des résultats. La politique ne fait que des ruses. La page qui affiche les résultats sur un procès-verbal, c'est laquelle? C'est celle du milieu. Celle du milieu. La page des résultats, là, avec les pourcentages. Oui. Tandis qu'à la première couverture, vous avez la région, un certain nombre de représentants. À l'intérieur, parce qu'en fait, ça fait, si je ne m'abuse, ça fait 8 pages. Donc, deux pages, 2 doubles feuilles. À l'intérieur, c'est là-bas, on renseigne tout. Mais il n'y a aucune griffe qui montre la présence d'un représentant. Et ça, on l'arrache parce que le PV que moi j'avais, pour peu que je les ai malmenés une ou deux fois, que ça a commencé à sauter. Et c'est là-bas qu'on nettoie tout. On nettoie et puis on aggrave à nouveau. On pourrait nettoyer tout. Oui, enfin, ça on va faire. Je n'ai pas la preuve. Et l'autre chose qu'il faut dire à ce niveau, c'est là que je vais adopter ton langage, qu'on pourrait nettoyer tout. Mais ce qu'il faut y montrer, c'est qu'il y a possibilité de nettoyer. Et les éléments qui sont transmis au niveau départemental sont les éléments de l'ECAM, parce que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Et donc, l'ECAM peut le modifier sur la base d'un certain nombre d'influences et le transmettre, et il fait foi. Ça reste un document authentique. C'est ça le problème. C'est à ce niveau que le verre devient à moitié vide. C'est en cas de litige que le PV de l'ECAM fait foi. Oui, je voudrais que... Ça veut dire que si on ne conteste pas le faux pour nous passer. Proportion gardée, qu'il ne faut pas entacher, n'est-ce pas, un scrutin qui s'est passé dans de bonnes conditions, pas des suppositions de fraude. Dès lors qu'on dit que il y a fraude, quand vous accusez, il faut avoir, n'est-ce pas, les preuves d'autres accusations. Vous comprenez que c'est facile d'accuser, et lorsque c'est facile d'accuser, pas facile d'apporter la preuve, ça devient véritablement un peu de une virtualité, de la sorcellerie à la limite. Donc, il y a des supputations qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien, et les gens croient faire du mal à la démocratie camerounaise, mais c'est à toute l'Afrique que vous faites du mal. Quand vous affirmez des choses sans en apporter la preuve, ce n'est pas bien. Quand vous affirmez quelque chose, il faut toujours en apporter la preuve. Et là, je crois que quand les preuves sont apportées, là on peut donc parler, n'est-ce pas, d'une certaine façon. Mais que de passer, c'est pour cela que j'ai aimé le titre de votre thème, les intellectuels et les communicants, n'est-ce pas, leur rôle dans le processus électoral. Je crois qu'il faut que nous soyons responsables. La responsabilité signifie que lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis avec preuve. La responsabilité signifie que lorsque nous sommes en pleine démocratie, que nous avons la liberté de penser, que nous avons le droit de dire, de nous exprimer comme nous exprimons avec responsabilité, pas dans la démagogie, pas dans la fausse accusation, pas dans le dénigrement, pas dans l'anathème et le discrédit, n'est-ce pas, vis-à-vis de ceux des autres acteurs politiques. D'accord, on va entrer justement pleinement dans la thématique, en précisant qu'il y a tout un ouvrage, il est Kamgash, quoi, qui parle des 100 méthodes de fraude en lisant seulement le code électoral, qu'il est possible justement à travers ce code électoral. Espère du premier jour. Ce bruit-là. C'est pas le bruit, justement. Vous savez, nous, on a été de grands fraudeurs à l'époque. Et de communicants. Vous avez continué. Vous voyez, vous n'êtes pas sorti avec la technologie. On a celle de derrière, vous on a suivi le processus depuis la phase de pré-campagne, de campagne jusqu'à cette étape. Quel est le regard qu'on porte sur les communicants des partis politiques, généralement invités sur les plateaux de télé, et les intellectuels associés au débat sur les chaînes de télévision? Est-ce qu'ils ont concouru, ne serait-ce qu'à la compréhension du processus électoral ou à la promotion des idées de leurs candidats? Merci Jean-Jacques. Nous pensons que ce soit les communicants, les intellectuels, dans les plateaux télévisés, de télévision, au niveau de la radio, même sur Internet, ils ont impacté énormément le processus électoral. Ils ont permis à ce que les gens comprennent du début jusqu'à la fin un certain nombre de choses, un certain nombre d'acteurs. Maintenant, si nous prenons particulièrement le jour du scrutin, parce que du scrutin jusqu'à ce jour, je peux dire qu'il y a une énorme manipulation des intellectuels et des communicants. En même temps, ils ont permis de comprendre, en même temps, ils sont dans la manipulation. Dans la manipulation. Ça, je dis, ils ont permis de comprendre. Mais si nous prenons seulement le jour du scrutin, vous allez remarquer, selon la tendance
d'un intellectuel, il peut ne même pas être de ce parti politique, mais selon ce qu'il recherche, vous pouvez comprendre que celui-ci, c'est quelqu'un qui est dans la tendance du RDPC. C'est quelqu'un qui est la tendance de l'opposition. Vous allez voir, au soir, vers 18h30, 19h, le jour du scrutin, là, il y avait une course médiatique des chiffres. Je veux que vous... Oui. Course médiatique. Ou c'est effréné. Oui. Effréné des chiffres. Au point, vous allez voir, tel bureau de vote, tel a gagné, tel... Au point, les gens oubliaient même que un bureau de vote n'est même pas un résultat communal. Parce que certains pensaient, on peut avoir 50 bureaux de vote, mais qu'une antenne communale a plus de 200 bureaux de... Bien entendu. Hein? Oui, parce que c'était avait l'impression que gagner dans 20 bureaux de vote, c'est peut-être déjà avoir gagné l'élection. Oh, que non. Et c'est ces communicants ou ces intellectuels qui manipulaient à leur niveau l'opinion publique, que ce soit le RDPC, le FNC, le PCRN, chacun à son niveau présentait des chiffres qui vantaient ou alors qui mettaient son candidat dans la vitrine. Parce que oui, c'est ça la réalité. Oui, si on prend donc, même si on ne prend même en dehors des communicants, ces gens-là qui vont venir vous dire par exemple que en réalité, dans tel bureau, même dans cette communication même, il y a eu des erreurs. Vous allez voir même quand on additionne les chiffres, parfois on se retrouve à 103%, à un moment donné 97%, juste parce qu'on voulait présenter que mon leader, que mon champion a gagné dans telle circonscription électorale, mais on finit par se tromper. Donc ces leaders-là, ces intellectuels-là, les intellectuels partisans ont été un problème dans la manipulation. Dans la manipulation. Ils ont été un problème. Mais au départ, quand même, ils ont aidé l'opinion publique à comprendre le jeu électoral. Ils ont aidé l'opinion publique à savoir, il faut s'inscrire, il faut toutes les différentes étapes, même au moment où on parlait du mandat impératif, même au moment où on a... Parce que quand on parlait du mandat impératif, les intellectuels nous ont aidés. Non. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Non, on ne va pas aider, mais... Heureusement qu'il a évoqué ça. Oui. Monsieur Jean-Jacques Zé, je voulais dire que pour répondre à votre question, effectivement, il y a 3 phases. La période préélectorale, la période purement électorale et la période post-électorale. Et pendant la période préélectorale, il y a deux débats. On a voulu prendre les intellectuels camerounais, on a voulu prendre, n'est-ce pas, les communicants de l'ensemble des partis en otage dans un faux débat de mandat impératif. Pendant longtemps, les gens sont... C'est vous qui dites faux. Oui, c'était un faux mandat. Oui, non, c'était un faux mandat. C'était un faux débat. C'était un faux débat parce que on a voulu effectivement... Pour la période. Non, mais on a voulu ingurgiter... C'est qui est vrai. On a voulu ingurgiter à l'opinion publique camerounaise. On a voulu faire absorber, on a voulu faire violer la conscience de l'opinion publique camerounaise que le mandat impératif était quelque chose, n'est-ce pas, de possible au Cameroun. De possible et que ce n'est que comme ça que l'avenir électoral pouvait se faire. Or, pendant longtemps, nous avons effectivement battu en brèche ça, mais je crois que c'est parce que une certaine opinion a été, n'est-ce pas, à la faveur de ce mandat impératif qui, à la fin, est tombé, n'est-ce pas, comme une sorte c'est sans débat. Sans débat, pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel a effectivement mis terme. C'est un débat inutile. Mis terme. C'est un débat vraiment... La construction. Oui, c'est un débat inutile parce qu'on voulait violer les Camerounais. On a voulu violer les Camerounais et heureusement que ça n'a pas été. Maintenant, pendant la période électorale, nous avons effectivement toutes les partis politiques ont fait leur campagne, comme chacun fait sa campagne. Moi, je crois que ça s'est bien passé. Maintenant, après le vote du 12 octobre, on est encore entré, n'est-ce pas? Les intellectuels sont revenus. Oui, on est entré dans certaines... les intellectuels sont revenus, mais il ne faut pas que les intellectuels, n'est-ce pas, soient manipulés. Il ne faut pas que les intellectuels soient otages des manipulations, des fakes et d'un certain nombre de choses pour dérouter l'opinion publique camerounaise. Je crois qu'il faut que lorsqu'on est intellectuel, on est une sorte de phare, on est une sorte de lumière, et que c'est l'intellectuel qui doit donner, n'est-ce pas, la lumière à la population, qui doit donner la lumière. Jacques Léon, malheureusement, parce que le vote qui vient d'avoir lieu, a donné un message très fort. Il y a une fracture sérieuse qui est en train, n'est-ce pas, de s'établir entre la population
et l'élite intellectuelle camerounaise en général. Il faut faire très attention. Quelle orientation voulons-nous donner, n'est-ce pas, à notre démocratie? Il faut faire extrêmement attention. D'accord. Jacques Léonce, vous êtes juriste. J'ai voulu vous classer dans la classe des intellectuels. Ce ne serait pas une faute de le faire. Mais lorsqu'on écoute Patrick, on écoute Franklin, on a l'impression que les intellectuels, avant, pendant ce pendant-ci, n'ont pas joué un rôle de construction, de la compréhension en tout cas du processus électoral. Oui, c'est vrai, maintenant il faut classifier ces intellectuels. Hein. Il y a certains qui parlent pour le pouvoir, qui très souvent ne sont pas très objectifs. Il y a certains qui ont carrément changé, de gros intellectuels qui avant étaient très écoutés, très aimés par le peuple parce qu'ils disaient la vérité. Après, ils ont changé. Ils ont commencé à dire tout le contraire de ce qu'ils pensaient. La vérité. Ils ont changé de position, on va dire partir la vérité au mensonge. Donc, en réalité, il faut classifier ces intellectuels-là. Oui. Il y a ceux, comme j'ai dit, ceux qui soutiennent le régime, qui, pour moi, ne sont pas très crédibles aux yeux du bas peuple. Il y a les autres qui ne sont pas partisans, qui utilisent encore leur intellect pour édifier les Camerounais. Il y a d'autres, comme je l'ai dit. Cette catégorie n'a pas été très vue, très entendue. Oui, parce que justement, c'est ceux qui parlent pour le système qui sont très souvent mis devant les écrans. Parce qu'il faut parler. Oui, professeur Abba n'est pas du système, professeur Docteur Mono, c'est pas le système. On peut citer un ensemble. Mais ils ont développé les fausses théories, ils ont des plages d'intervention. Oui, mais ils ont développé pendant longtemps des fausses théories du mandat impératif qui n'a pas marché. Donc en réalité, Sa Majesté évoque le mandat impératif. Je crois que ça n'a pas été un faux débat. Ça n'a pas été du tout un faux débat. Parce qu'il faut rappeler que beaucoup de Camerounais sont dans l'illexisme juridique. Et ça a permis à certains Camerounais de, tout au moins, de lire la Constitution déjà, de lire le code électoral et de savoir ce qu'il en est. Beaucoup ne savaient même pas de quoi il est question. Mais lorsqu'on a évoqué cette histoire de mandat impératif, ça a quand même réveillé quelques notions juridiques. Ça a permis aux Camerounais d'acheter la Constitution, de la lire. Donc je crois que ça n'a pas été un faux débat. Mais les intellectuels doivent nous envoyer acheter la. Voilà, ça n'a pas été un faux débat. Mais les intellectuels qu'on lui ont fait tout fait faux. Et c'est là où c'est pas sérieux. C'est là où c'est pas sérieux. Oui, c'est là où c'est pas sérieux. C'est-à-dire que qu'il y avait un débat qui a été un faux débat parce qu'ils ont voulu violer les Camerounais et que la vérité a fini, n'est-ce pas, par triompher, étant donné que nous avons un code électoral, nous avons des institutions qui ont fait appliquer le code électoral et nous avons vu que le débat qui a été posé était un débat qui n'était pas juste, c'est parce que c'était un faux débat. On ne peut pas, après avoir vécu ça, donner une quelconque crédibilité à ce genre d'intellectuels qui reviennent aujourd'hui, qui peuvent encore mettre, n'est-ce pas, de fausses manipulations à l'opinion publique nationale camerounaise. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est dangereux. C'est dangereux quand on a affaire. Oui, laissez-moi terminer. C'est dangereux. C'est pas vous qui avez la parole. Oui, c'est dangereux quand on a affaire les intellectuels qui veulent absolument violer les Camerounais. D'accord, restons dans un débat. J'allais dire, on n'est pas à l'amphi, mais tout à fait, débat académique. Toutes les hypothèses sont prises en compte. Allons-y. Donc, en réalité, je disais que c'est ça le rôle de l'intellectuel. Il doit être la lumière qui éclaire. Si l'intellectuel, pendant cette période, a pu permettre aux Camerounais de lire leur constitution, pour moi, c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. Donc, on ne peut pas créer ce genre de débat, de faux débat. Pour moi, c'est mépriser les Camerounais. Donc, il y a aussi certains communicants, parlant des communicants, pas que d'intellectuels, certains communicants aussi, qui, Hubert le disait, qui ont permis aux Camerounais de comprendre qu'il ne suffit pas de se lever le matin du vote, d'aller exercer son devoir civique et de rentrer à la maison, dormir. Ils ont permis aux Camerounais de comprendre qu'il faut s'inscrire d'abord sur liste électorale, il faut aller voter, il faut surveiller son vote, il faut contrôler son vote, au besoin, il faut le défendre. Et je crois que les Camerounais ont totalement compris ça. Ils ont compris ce mécanisme-là. Oui. Mais ont-ils compris une seule fois la vision des candidats? Bon, là, est-ce que les communicants ont permis justement de vendre les projets et la vision des candidats? Maintenant, il faut aussi comprendre que nous sommes dans un contexte où les Camerounais ont une culture politique déficitaire. Mais qui doit la construire.
Oui, oui, il faut la construire. Mais d'abord en éduquant les Camerounais à la chose politique. Il faut d'abord leur apprendre comment est-ce que se passe le processus électoral. Avant d'aller sur l'aspect du projet de société, tout ce qui va avec, il faut d'abord que les Camerounais comprennent leur processus électoral. Soit que sur ce point-là... Ce qu'on a fait pendant 7 ans, si c'est le jour du marché qu'on vient de dire qu'il faut aller à gauche et à droite, vous savez que dans nos villages, les gens ont voté le bulletin blanc. On a fait la campagne pour ceux qui étaient du NDPC, bulletin blanc. Et le jour du vote, il y a un technique. Il y a un technique. Il a partagé cette expérience avec le vote. On a retrouvé le bulletin blanc. C'était blanc, on leur a dit que le respect c'était de la consigne. C'est jaune, l'autre est vert. Voilà. Votez celui qui est blanc. Voilà. Le jour du vote, sur les 12 bulletins, il y avait 2 blancs. Alors vous imaginez l'embarras des gens qui n'ont été travaillés que sur le vote. Ça, c'est l'aspect culture politique des fistins qui a prévalu. Et ça, c'est l'acteur politique, c'est le communicant qui doit le construire. Déjà, en expliquant le processus, d'abord, il faut le comprendre. Si l'électeur sait qu'on ne devait pas mettre 2 bulletins dans un même enveloppe, il ne va pas le faire. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il n'a pas compris le processus. Il faut l'éduquer. Disons que... on va passer sur ce sujet-là. Saint-Éloi Bidoum, vous avez commis une chronique ce matin, là où vous parlez d'une guerre des républiques, entre République du Cameroun et République de Facebook. Parce que dans l'aspect communication, on intervient beaucoup, le côté des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quel a été l'impact justement de ces réseaux sociaux sur le processus électoral rendu à l'étape actuelle? Je crois qu'il faudrait que les intellectuels... Vous savez, le Cameroun a été gouverné pendant 25 ans par des analphabètes. Hein. Et le Cameroun se porte bien. Absolument. Oui. Et dès que les intellectuels ont fait leur entrée en politique, ils ont vendu chacun son... Les anciens patrons. Ils ont vendu chacun... Sa télé donnait beaucoup d'argent. Une fois qu'il a pris les gens qui étaient à l'école, ils ne gagnent plus beaucoup d'argent. On a essayé de le convaincre de ne plus mettre les deuils à tout moment à la télé. Et les deuils lui donnaient beaucoup d'argent. C'est un peu ça. Non, les intellectuels et les communicants jouent un très mauvais rôle dans le processus électoral. Parce que quand vous regardez, il y a des intellectuels qui sont abonnés à Info TV, il y a des intellectuels qui sont abonnés à Vision 4, des intellectuels qu'on abonne un peu partout. Et comme chacun doit absolument défendre la cuisine de sa mère, le débat est déjà faux. Et politiquement et stratégiquement, on peut donc vous imposer ce qu'on a appelé tout à l'heure un faux débat. Ce n'est pas un faux débat, parler du mandat impératif, mais le moment où on a choisi de mettre ce débat sur la table, il devient un faux débat qui va distraire les gens pendant que les choses sérieuses sont en train de se passer. Pendant que les Cabral Libye venaient bander leur cervelle sur le plateau avec le libéralisme communautaire et autres, le RDPC était en train de constituer les listes des gens qui vont s'occuper des bureaux de vote. Et vous voyez, c'est à ce niveau que le débat devient inutile. Et je ne serais pas surpris que le RDPC, dans sa malice, sa ruse habituelle, vous serve à partir de jeudi soir un conflit éto moins le combi. C'est stratégique. Oui, c'est stratégique. Et puis, la préélection, on n'en parlera plus. Alors qu'il y a des choses importantes. Il appartient aux intellectuels de venir faire la pédagogie des enjeux de la préélection. Là, aujourd'hui, là, les Camerounais savent... Sauf qu'on est sur le débat de proclamation des résultats. Oui, justement, c'est ça qui... Que les intellectuels viennent expliquer aux gens que les tests disent qu'après l'élection, le Conseil constitutionnel a 15 jours pour proclamer les résultats. Au lieu de venir faire le débat selon lequel Thierry a gagné, Paul Biya a gagné, Cabral a gagné à truc et machin. Vous voyez un peu. Donc, il appartient aux intellectuels de mener cette pédagogie-là. Et cette pédagogie n'a pas été menée jusqu'à présent. Alors que
dans 72 heures, on promet un Cameroun à feu et à sang. Et les communicants, je ne sais même pas d'où vient ce mot, ce que ça signifie. Quand j'étais un peu à l'école, on parlait de communicateurs, et puis les spécialistes de la sémiotique dans le RDPC nous ont amené un mot communicant, et ils ont commencé à vous balancer des gens sur le plateau qui venaient défendre les idéologies de leur parti. Et ça a pris la moutarde est montée, et tout le monde a commencé à le faire. Alors c'est des gens qui viennent fausser les problèmes et les problèmes réels que la société a. Moi je dis, je ne suis pas venu mener un débat ici aujourd'hui pour savoir si Paul Biya a gagné, si Chiroma a gagné. De toutes les façons, si Chiroma a gagné, ça m'arrange parce que je voulais déjà que Paul Biya parte. Il n'a jamais trop long. Et j'ai dit que si c'est sur la base de la loi, pourtant tu n'as pas voté. Je soutiendrai. Tu n'as pas voté. Non, je vous dis qu'il faut savoir respecter les institutions. Si Chiroma a gagné, je soutiendrai Chiroma, je lui ferai une lettre de félicitations. Si Paul Biya a gagné et que Chiroma nous promet le feu et le sang, je soutiendrai Paul Biya malgré sa longévité, parce qu'il va certainement nous garantir la paix. D'accord, nous ne dirons pas que Chiroma a promis le feu et le sang. Non, c'est la question. J'ai dit que c'est des communications diverses, notamment pour les réseaux. Et maintenant, tout cela est relayé par quoi? Ce sont les communicants. Vous voyez, il y a un domaine qui est hautement intellectuel que l'État du Cameroun a négligé, les réseaux sociaux. Oui. On a abandonné les réseaux sociaux à une bande d'analphabètes qui ne comprennent rien, qui ne connaissent pas les b.a.-ba de la communication. Un micro, c'est très dangereux. On a eu les 7 collines au Rwanda, ils ne le savent pas. Et quand s'ajoute encore l'ethnofascisme médiatique qui dresse les uns contre les autres, je crois qu'il faut que l'État, moi je suis de ceux qui pensent qu'un État doit être fort. Quand le désordre, l'indiscipline ont toutes les audaces, l'État doit s'armer de tout le courage pour rétablir de l'ordre. Et il est grand temps, avant qu'on ne vive ce qu'on nous promet, que l'État mette de l'ordre dans les réseaux sociaux. Franklin, est-ce qu'on n'est pas entré dans l'ère de la fanatisation même de l'intellectuel? On voit bien clairement que certains intellectuels ont mis de côté la science. C'est dû à quoi? Le positionnement, le clientélisme ou le carriérisme qui semble être, en tout cas, la base de tout cela? Il y a le positionnement, il y a le clientélisme, il y a le carriérisme, parce que chaque intellectuel, ce sont ses communicants, chacun est dans un bord politique et il défend amplement ce bord politique. Même si on prend le cas, si on revient, permettez, même si c'est pour quelques secondes là, le cas du mandat impératif, ceux qui défendaient le mandat impératif, c'est ceux qui voulaient très bien comprendre à l'opinion publique que, à travers le mandat impératif, on peut être candidat. Et ceux qui étaient contre le mandat impératif montraient, moi en tant qu'intellectuel, que celui-là, quels que soient les cas, c'est impossible. Donc ces intellectuels, il faut être impartial. Il faut présenter à l'opinion publique clairement. Est-ce que c'est encore possible au Cameroun pour un intellectuel d'être impartial? Ceux qui étaient impartiaux hier sont devenus partiaux et ils ont été promus. Oui, c'est possible, c'est possible. Vous avez des exemples bien. Moi, je suis comme ça. C'est vrai que comme ça, mais Sangha Nyamdi disait qu'il n'y a même pas 0,05% d'intellectuels qui interviennent, par exemple, sur la scène politique ou sur les plateaux de télé. Donc, il y a encore beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Même donc, bon nombre là, il y a une face cachée du clientélisme, du positionnement, pour la plupart. Parce que quand même dans un village, même ces intellectuels dans un village, quand on devait voir quelqu'un motivé, quand il prenait le cas d'un bureau de vote, ou peut-être on a perdu ici, il semblerait qu'il y a changement, parce que l'élite trouve que si dans son village, dans sa commune, il perd là-bas, son positionnement est en difficulté. Il est prêt à tout. Et il est prêt à tout. Il semblerait, parce que si dans le bureau de vote,
dans le bureau de vote, il y a 50. Parce qu'à l'arrivée, le RDPC peut bien gagner, donc d'ici quelques jours, peut bien gagner, mais à la fin, on se rend compte que telle comme la commune X a perdu. Ça veut donc dire que la commune X a perdu. Qui est responsable de la commune X? C'est peut-être Hubert qui est responsable de la commune X. Ça veut dire qu'il ne défend pas clairement les couleurs du parti dans cette zone. Voilà pourquoi un intellectuel peut se retrouver dans ce genre de manœuvre-là, qui n'avance pas, mais en réalité, c'est pour lui qu'il a fait la manœuvre, ce n'est pas pour le parti, c'est pour lui qu'il a fait. Il deviendra quand même des intellectuels qui ne sont pas encartés, ou qui n'ont pas une étiquette politique connue. Ils deviennent rares dans ce contexte-là. Est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment où s'éloigne la compréhension, par exemple, du processus électoral? Non, ils ne sont pas assez rares. Nous qui avons arpenté le milieu universitaire, tous les enseignants qui m'ont tenu à l'université, je ne pense même pas que 2 ou 3 font la télé. Hein. J'étais à l'université de Douala, au département d'histoire, j'ai plein de professeurs là-bas, ils sont promus. C'est-à-dire que, ouais, quelqu'un qui a été CC hier, qui est venu mettre de conférences, aujourd'hui, ils ne font pas la télé, ils font le travail. C'est ceux qui ont décidé de... Ils font pas la campagne électorale aussi? Bon, je ne sais pas à quel niveau ils font la campagne, mais moi, ceux dont on parle, c'est ceux qui sont sur... ceux qui sont sur l'espace public, qui polluent. Ils vont défendre leurs intérêts dans leur village éventuellement, mais beaucoup, j'en connais même qui sont très détracteurs du régime, ils prennent clairement position. Ce que j'avais dit, pour rester dans votre question, le rôle de l'intellectuel. Pendant la campagne, j'ai vu des intellectuels malhonnêtes à la télé. Malhonnêtes. J'ai écouté dans ce média, un intellectuel dit que aucun candidat de l'opposition n'a un programme. Est-ce qu'un intellectuel peut dire ça? Ce qu'il doit faire, c'est de montrer éventuellement les insuffisances d'un programme, mais de venir dire que... Il était présenté comment? Communicant? Il était intellectuel, professeur X. Ah d'accord. Moi, je préfère ne pas les citer. D'accord. La paix est bien. Surtout à parler là des intellectuels du dimanche. Oui, mais ils sont professeurs. Mais on peut même faire le débat sur qui est intellectuel. Jean-Jacques, vous êtes un intellectuel. C'est pas parce que vous êtes journaliste de ce côté. L'intellectuel, c'est cet individu qui a une capacité de mobiliser la ressource pour pouvoir expliquer aux gens un certain nombre de phénomènes. Oui. Ils peuvent être politiques, sociaux, dans la médecine et tout. Nous tous ici, nous sommes intellectuels. Mais quand vous avez des gens qui décident de peindre le blanc en noir, c'est un problème. Quand vous avez des gens qui décident de voir la vérité d'un côté et éventuellement le faux de l'autre côté, c'est un problème. Et à ce niveau que moi, dans le prolongement comment est-ce que je vais appeler ça, des procès, j'accuse aussi la presse. C'est-à-dire que pendant la période électorale, on a des gens dont on connaissait déjà l'orientation qu'on invitait. Tout à fait. Pour venir polluer. Et même le débat sur le comportement des intellectuels. On connaît quelqu'un qui est essentiellement hystérique. On compose un plateau avec des gens qui sont essentiellement taquins. On les met ensemble, tous ont la casquette intellectuelle et ça éclate. Et on les appelle les intellectuels et ça jette la... Et les réseaux sociaux s'en délectent. Oh, et la presse aussi dit donc, ça donne le média, le dimanche, parce qu'on est dans une société du buzz. Et voilà le procès. On fera le procès de la société camerounaise de bout en bout. Donc vous avez pas. On fera une émission sur le rôle des médias. On ne doit pas fuir. Oui. On ne doit pas fuir. Voilà, il faut le faire parce que vraiment on ne va pas fuir. Merci. Vous en faites pas. Pour les communicants, le communicant en période électorale est dans son rôle. Il est là, communiquer, ça vient communiquer, c'est montrer tout le bien fondé que revêt un produit et donc un candidat. Même quand c'est mauvais. Son rôle n'est pas de dire que c'est mauvais. Est-ce que quand on est communicant, on n'a pas le devoir de vérité aussi? Non, le problème c'est que quand... Parce que même au sein des partis politiques, on connaît des communicants qui ne disent pas que tout est blanc. Que tout est blanc. Oui. Ça vous dites vrai, même dans le parti de M. Ondon, je crois d'ailleurs que lui et moi là soit fait quelques plateaux, la vérité elle sera évidente qu'il est parfois obligé de dire que de fléchir quand même. Et là je me rappelle souvent que je lui dis souvent que le père c'est ta casquette de chef qui t'a rattrapé parce que quand tu iras au village, quelqu'un te dira que le mensonge que tu fais à Yaoundé, tu as aussi amené ça ici au village. Mais ils sont très peu. Mais fondamentalement, le communicant a vocation, quand on vous donne un produit, vous devez montrer que le produit-là n'a que plus d'éléments positifs que... vous démissionnez. C'est de ça que c'est. Donc, en période de campagne, ils étaient dans leur rôle.
C'est en période post-électorale qu'ils deviennent dangereux. Parce que ils sont très peu qui reconnaissent. Là, ils ont raté. Ils sont très peu qui reconnaissent d'avoir fouté à un endroit. Comprenez un peu. Ils deviennent très dangereux. Et moi, je crois que en cette période aussi, on doit cesser d'être éventuellement communicant. On doit laisser la vérité éclair. Parce que plus vous communiquez, vous avez vu l'aîné, quand il parlait là, quelqu'un a réagi, et ça énerve les gens au quartier. Et c'est pas bien que dans ce... Ça a énervé quelqu'un. Non. Ça, c'est ceux qui ont pu écrire et la collection dérangeait. En cette période, il faut qu'on soit minimalement un peu plus responsable. Oui. Oui, et là encore, je vous félicite parce que quand vous composez un plateau comme celui-ci, vous essayez de prendre les gens qui ont des éléments d'analyse qui ne vont pas frustrer les téléspectateurs. Oui. On a besoin de convaincre les gens en mobilisant les éléments d'analyse, et vous savez, la vérité est vraie. Le bon sens est la chose. Alors, dans cette affaire-là, il y a des